pratique. Et le sens pratique, il repose sur la discussion. Donc, ma présentation n'est que une introduction de ce qui a été écrit, mais vraiment votre feedback est le plus important. Alors, comme vous le savez, les malades Covid sont classés en 5 classes, de la forme asymptomatique jusqu'à la forme sévère qui est la 5e forme. Nous avons la forme paucisymptomatique, la forme mineure et puis la forme modérée. Et grosso modo, nous sommes en train de parler de patients. Si Selm a un problème de connexion, donc il reviendra vers vous dès que il sera possible. Allô? Oui, Est-ce c'est que Selm. vous m'entendez? La connexion رجعت سامحنا, il y avait une coupure de connexion de votre part. Pas de souci. Vous avez la parole. Une deuxième fois, on a un souci de connexion avec Selm. Veuillez nous pardonner pour cette interruption. C'est bon? Je pense que les frères vont en parler tout à l'heure. Et je pense qu'il y a une petite ligne des guidelines de l'INEAS qui disent clairement que tous les patients seront hospitalisés en poste médical avancé ou en structure hospitalière, quelle que soit leur état clinique, de la forme même polysymptomatique, si l'isolement ou la prise en charge à domicile sont impossibles. Donc, les malades qui ne peuvent pas s'offrir certains traitements ou les malades qu'on ne peut pas isoler à domicile pour des raisons de logistique, ils peuvent être logiquement, selon ces guidelines, hospitalisés et pris en charge dans une structure hospitalière. Je pense que c'est difficile en pratique, mais quand même, ces guidelines le soulignent très bien. Il faudra qu'il y ait des soins qui sont prodigués pour tout le monde. C'est Selm. Alors, oui, Excusez-nous, on n'est pas en train de voir votre écran. Veuillez plutôt arrêter le cam et pour qu'il y ait possibilité de partager l'écran. Peut-être le débit n'est pas tellement fort pour faire les trois sans image et partage. Sinon, je partage de l'autre côté. Très bien. On voit actuellement votre écran, Cicel. À vous la parole. Cicel, activez votre micro, s'il vous plaît. c'est bon. C'est bien, très bien. Ça va. Si les confrères n'ont pas vu les slides, c'est les 5 formes en fait. Les 3 formes qui nous intéressent essentiellement de la forme asymptomatique jusqu'à la forme mineure. Les formes modérées, les formes sévères, c'est plutôt des formes qu'on prend en charge en intra-hospitalier. J'avais dit que les critères d'hospitalisation sont là, mais les guidelines de l'INEAS disent clairement et stipulent que quel que soit l'état du patient, il peut être pris en charge dans une structure hospitalière si l'isolement n'est pas possible ou si la prise en charge à domicile n'est pas possible. Certainement, certains patients ne peuvent pas s'offrir certains traitements, notamment le traitement anticoagulant qui revient cher et ils peuvent l'avoir dans une structure hospitalière. Alors maintenant, si on prend les différentes formes pour voir quand est-ce qu'on va anticoaguler et comment on va le prendre en charge, tout en se focalisant uniquement sur l'anticoagulation parce que les autres traitements, vous les connaissez mieux que moi. Alors, la prise en charge est fonction des comorbidités et les malades seront hospitalisés en présence de comorbidités sévères. Alors, l'héparine à dose préventive sera prescrite pour les formes asymptomatiques, paucisymptomatiques et mineures en présence de facteurs de risque de thrombose qu'on va détailler tout à l'heure. Donc, les malades seront anticoagulés quand il y a des facteurs de risque de thrombose, même en ambulatoire. Alors, il n'y a pas de place à l'aspirine, sauf si les malades sont déjà sous traitement à base d'aspirine. Donc, les malades qui ont déjà une maladie cardiovasculaire avérée, qui ont des antécédents d'infarctus ou d'AVC, ils sont déjà sous aspirine. Mais par contre, il n'y a pas d'indication à introduire l'aspirine
et il n'y a pas de bénéfice jusque-là prouvé que les malades Covid nécessitent une introduction ou auront une protection supérieure en introduisant de l'aspirine, et je reviendrai dessus. Alors, les malades seront isolés et vous le savez très bien, pour les formes symptomatiques pendant 10 jours à partir de la date de début de signe et les conditions d'absence de symptômes aigus. Et puis les malades asymptomatiques, ils seront également confinés pendant 10 jours à partir de la date de prélèvement, la date index justement où la PCR était positive. Alors, il est dit que le virus n'est pas viable au-delà de 8 à 10 jours d'évolution clinique. Donc, on considère que ce qu'il y a au-delà, c'est plutôt de l'inflammation et de la réponse immunitaire. Et les patients seront surveillés par nous en ambulatoire de façon quotidienne, au moins de façon téléphonique. Et je sais que beaucoup de médecins le font à titre gracieux et c'est vraiment louable de votre part. Et c'est les patients qu'il faudra quand même continuer à avoir de leurs nouvelles à domicile. Et chose qui est très importante, ça rend un peu la froideur de l'isolement. Alors pour les formes un peu plus compliquées, les formes modérées ou les formes avec comorbidité sévère, le patient est systématiquement hospitalisé dans des structures dédiées. Il aura le scanner en cas d'aggravation, il aura son bilan. Et le bilan, en fait, qui est demandé, c'est un bilan biologique. En pratique, ce bilan biologique est fait quasiment pour tout le monde. NFS, CRP, glycémie, ionosanguin, urée, créatinine, transaminase, TCK, TP, parce qu'on peut avoir des troubles de l'hémostase chez des patients qui sont Covid, même sans traitement. Les dédimères, qui est un marqueur de l'inflammation, mais également un marqueur de thrombose et un marqueur pronostic. Le fibrinogène également, CPK, LDH, les troponines, la ferritinémie, le gaz du sang, en cas de besoin, seront réalisés. Alors, le traitement symptomatique, je ne veux pas le détailler, mais les parinothérapies chez ces malades sera systématique en dehors des contre-indications que vous connaissez très bien. Les contre-indications majeures, c'est les saignements en cours qu'on ne peut pas maîtriser ou les patients qui sont susceptibles de saigner pour une pathologie X. Les malades qui ont une thrombopénie induite à l'héparine, les formes tardives, c'est une contre-indication définitive à l'héparinothérapie. Il faudra chercher d'autres molécules pour les traiter. Donc ça, c'est les deux contre-indications formelles. Le reste, on peut toujours quand même s'adapter à la situation. Désolé, toujours, on a un souci pour la connexion de Cicel. Il reprend dès que c'est possible. Oui, Cicel, vous pouvez reprendre. Il y a eu une coupure pour 30 secondes. Donc, j'avais dit que vous le connaissez sur le plan physiopathologique, le Covid, il entraîne une endothélite inflammatoire, donc une dysfonction de l'endothélium vasculaire. Cette dysfonction va aboutir à une coagulopathie. Cette coagulopathie est essentiellement veineuse, mais on va voir également qu'il y a de la coagulopathie inflammatoire artérielle. C'est une quasi vascularite. Et c'est d'autant plus fréquent que le malade est dans un stade plus grave. Les malades qui sont hospitalisés en réanimation, 30% quand même des malades qui sont réanimés font de l'embolie pulmonaire. Mais par contre, il ne faut pas se dire que c'est quand même une indication en anticoagulé tout le monde. On va voir justement est-ce que ça a été fait ou pas. Alors, finalement, on se pose les différentes questions. Quelles sont ces anomalies justement de la crasse sanguine qu'on voit? Quel est notre rôle en tant que nous et le rôle de l'anticoagulation et quel type d'anticoagulation? L'antiagrégation, on l'avait déjà dit, s'il y a une indication à l'aspirine pour un effet antérieur au Covid, l'aspirine est toujours là. Mais s'il y a il n'y a pas de nouvelles indications qui sont justement Covid uniquement induites. Et puis, est-ce que les patients devraient quand même recevoir une anticoagulation au long terme et pendant quelle durée cette anticoagulation va être donnée à titre prophylactique ou à titre curatif? Alors, juste en fait, vous voyez beaucoup de chiffres, je ne sais pas pour vous dire, pour vous, quand même pour beaucoup de chiffres, mais c'est pour dire que, en fait, quand on voit les résultats au laboratoire chez les malades Covid, sans aucun traitement, eh ben, vous voyez qu'il y a une perturbation du TP chez ces patients,
chez 11% des patients. Et d'ailleurs, vos patients qui sont sous antivitamine K, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une perturbation parce qu'ils ont déjà une fibrillation, une prothèse, et il faudra surveiller leur TP quand ils sont déjà avec un Covid. Donc, cette perturbation de TP est un élément pronostic et vous voyez que les malades qui meurent, finalement, ils ont beaucoup plus de perturbations de leur TP de façon spontanée. L'élévation de fibrinogène, et c'est une élévation au-delà de 7 grammes, est un élément pronostic important, c'est quand même fréquent. Et puis, l'élévation des dédimères est un élément pronostic important et vous voyez que les dédimères sont beaucoup plus élevés de façon significative chez les malades qui meurent. Ils atteignent plus de 11 000 en moyenne chez les malades qui meurent. Et chez Monsieur Tout-le-Monde, Covid positif, vous voyez que les dédimères sont autour de 5 600. Il faut dire, la valeur ici, c'est en microgrammes et non pas en picogrammes. احنا بنستنسم 500. معناها 0,56 c'est 560. 1,29 c'est 1290. Donc les dédimères sont à des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que les malades habituels et le chiffre au-delà de 3000 est habituellement un élément pronostic. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Et puis, on a des variations de plaquettes qui dépendent de la situation. Est-ce que les malades vont avoir une thrombocytose ou une thrombopénie? Et le cas extrême, ils peuvent avoir même une CIVD. Et on va pas parler de ce cas parce qu'on va prendre en charge des malades en ambulatoire. La lymphopénie est un élément également à considérer. Et je pense que Madame Marim Abdelmlek peut détailler ça mieux que moi. Alors, en pratique, quand on voit les accidents qu'ont les patients sous Covid dans les différentes séries, il faut dire que la plupart des séries publiées, c'est des séries qui sont rétrospectives. Malgré les millions de Covid dans le monde, vous voyez que les séries, c'est pas des séries qui sont importantes. Donc, les gens sont en train de charger les patients et n'ont pas le temps de publier, justement. Alors, quand on voit ce qu'il y a les thromboses veineuses profondes, il y a l'embolie pulmonaire, il y a les AVC, il y a les infarctus. Alors, ce qu'on voit clairement, c'est que les accidents plutôt embolie pulmonaire sont en premier rang. C'est même supérieur à la thrombose veineuse des membres inférieurs. Donc, c'est dire que ces patients sont en train de faire de la thrombose in situ au niveau pulmonaire qui est due à une activation de la cascade d'anticoagulation au niveau des artérioles pulmonaires et des artères pulmonaires. Donc, c'est des thromboses in situ qui sont dues à des phénomènes inflammatoires localement dans le poumon. La migration, c'est décrit, mais c'est beaucoup moins fréquent. Donc, il y a des origines veineuses périphériques, mais c'est moins fréquent que la thrombose pulmonaire. Parfois, on ne trouve pas d'origine périphérique. Alors, les accidents artériels sont décrits, mais sont beaucoup moins fréquents, même si les cardiologues, ils parlent d'infarctus et ils parlent d'AVC qui sont secondaires au Covid, c'est beaucoup moins fréquent que les thromboses veineuses. Donc, l'endothéliite inflammatoire au niveau veineux est beaucoup plus parlante que l'endothéliite artérielle et que les complications artérielles au niveau, avec une traduction infarctus ou veine. Alors, vous voyez que finalement, il y a eu beaucoup de protocoles de prévention. Ces protocoles de prévention, quand même, donnent un bénéfice en termes de traitement chez des malades avec des indications particulières. Alors, il faut dire que chez les malades Covid, au jour d'aujourd'hui, c'est dû à, pas tout à fait à l'evidence-based medicine, mais on a l'habitude quand même d'anticoaguler les patients par de l'héparine sodique ou de l'héparine calcique ou de l'héparine non fractionnée. Et il faut dire qu'on préfère le plus l'héparine non fractionnée. L'héparine non fractionnée, pourquoi? Parce que, en fait, même dans les thromboses veineuses d'origine médicale. La deuxième chose, on a des doses on peut l'utiliser à dose préventive et curative. Elle a la facilité d'utilisation par voie sous-cutanée par rapport à l'héparine sodique qu'on utilise par voie intraveineuse et parfois continue. Sa demi-vie est plus longue, donc la rémanence et la couverture de 24 heures est meilleure. Et puis, la thrombose, la thrombopénie induite à l'héparine est beaucoup moins fréquente avec la forme fractionnée par rapport à la forme sodique. Le dernier avantage qui est de taille, c'est que les HBPM, on n'est pas obligé de les contrôler ni par TCK ni quoi que ce soit, alors que l'héparine sodique, on commence par une dose en fonction du poids, mais on est obligé d'adapter la dose en fonction du TCA. Donc tout ça, ça fait que l'héparine non fractionnée est le traitement de choix à la fois dans la prophylaxie, mais également dans le traitement curatif. Alors,
finalement les doses qu'on va utiliser chez nos patients. Alors, vous savez qu'il y a une contre-indication majeure aux HBPM, c'est que les malades qui ont une clairance de la créatinine inférieure à 30 millilitres minute, c'est une contre-indication à l'usage des HBPM. Il y a différents protocoles pour dire qu'on peut baisser la dose, mais le protocole de l'INEAS, il vous suggère qu'en cas d'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 30, de switcher vers la calciparine à la dose de 0,5 x 2 par jour, ou à l'héparine non sodique, à la seringue électrique idéalement. Puis, chez les malades qui sont avec un IMC normal, donc inférieur à 30, pour la dose prophylactique, c'est 0,4 ml par jour. Pour les malades qui ont un IMC au-delà de 30, c'est 2 injections à 0,4, bien entendu, avec une fonction rénale de clairance supérieure à 30. Chez les malades qui sont obèses avec un poids qui dépasse les 120 kg, on va utiliser 0,6 x 2 au lieu de 0,4 x 2. En cas de thrombose avérée, finalement, on va appliquer les protocoles classiques de la thrombose périphérique, que ce soit de la phlébite ou de l'embolie pulmonaire, ça ne va pas trop changer sur le plan thérapeutique. Donc, on va faire une anticoagulation curative à base d'HBPM à une dose curative qui sera relayée par les antivitamines K avec un contrôle du TP de façon rapprochée. Alors, la deuxième chose, est-ce qu'il faudra anticoaguler tout le monde? Ça a été essayé dans la littérature. Si on se met à anticoaguler tout le monde, c'est des séries rétrospectives sur, vous voyez ici, plus de 2700 patients. Il n'y a aucun bénéfice à anticoaguler tout le monde versus placebo. Versus, samahni, les malades qu'on n'anticoagule pas, puisque c'est des études observationnelles, donc il n'y a pas de placebo. Donc, en fait, la mortalité est tout à fait la même chez les malades anticoagulés par rapport aux malades non anticoagulés. Donc, il faudra trouver des critères de sélection pour anticoaguler les patients qui vont avoir un bénéfice. Si on se met à anticoaguler tout le monde, non seulement il n'y a pas de bénéfice sur la mortalité et la morbidité, mais il y a un surcroît d'accidents hémorragiques. Alors, les guidelines de l'INEAS, ils ont sélectionné ces facteurs-là pour dire que ça, c'est les malades qui ont des facteurs favorisants de la thrombose. Les malades déjà qui ont des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire, ils sont quand même à haut risque et il faudra les anticoaguler. Les malades avec une obésité morbide, dont l'IMC est supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré de surface. Les malades sous hormonothérapie œstroprogestative, même si vous arrêtez les hormones en période Covid, vous n'avez pas le temps de contrebalancer l'effet de ces hormones. Les malades qui viennent d'avoir une chirurgie du bassin ou des membres inférieurs, ils sont à haut risque, mais a fortiori quand ils attrapent un Covid dans le post-opératoire et dans le périopératoire. Les malades qui sont immobilisés pour une quelconque cause et qui sont obligés d'être alités. Alors, cette durée d'anticoagulation, oui. Permettez-moi juste de vous dire qu'il y a un décalage entre la présentation et votre commentaire. Ça a été noté par tout le monde. Donc, peut-être qu'il y a un souci de vitesse de connexion. Donc, les choses sont actuellement, on est à la plaque de l'indication. Toujours autour. L'indication, moi je suis à l'indication. Ouais. D'accord, ok. Là, on est arrivé à cette plaque. Alors, je disais que l'indication, c'est qu'on ne va pas anticoaguler tout le monde. Il faudra anticoaguler des sous-groupes à haut risque de thrombose veineuse. Les de l'INEAS ont sélectionné les facteurs de risque suivants. Les patients de maladies thromboemboliques avérées, ça veut dire les patients qui ont déjà eu une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire. Les malades avec une obésité et un IMC qui dépasse les 40 kg par mètre carré de surface corporelle. Avec hormonothérapie. Les malades qui viennent d'avoir une chirurgie du bassin, et ça c'est connu quand même, ou des membres inférieurs, les prothèses totales du genou ou de hanche, ou une chirurgie urologique sont à haut risque de phlébite. Les malades avec une immobilisation, quelle que soit la cause, les malades qui sont alités. Donc ça, c'est les patients qu'il faudra anticoaguler de façon préventive, et on ne va pas anticoaguler les patients qui n'ont pas de facteurs de risque associés. Alors, la durée du traitement préventif dans les formes mineures ou dans les formes avec comorbidité sévère ou les formes modérées est de 14 jours.
Donc, le malade va avoir 2 semaines de traitement. La remarque parce qu'en fait, c'était quand même quelque chose qui a suscité beaucoup de discussions. Est-ce qu'on peut utiliser les AOD, vous savez, les nouveaux anticoagulants qui ont un effet direct anti-10A et qui vont remplacer les injections par de l'inoxaparine. Il se trouve que la plupart des guidelines dans le monde, quand même, utilisent l'inoxaparine. Certains disent que l'héparine a un effet anti-inflammatoire et les guidelines de l'INEAS choisissent de rester quand même conformistes et d'utiliser l'HBPM comme traitement de choix, à la fois dans le préventif et le curatif. Par contre, les guidelines de l'INEAS avec la DPM vont essayer de lancer un essai clinique pour voir justement si ces molécules sont efficaces ou pas. Mais je pense qu'il y a un essai clinique également avec les antiviraux, hein, qui n'ont pas d'AMM en Tunisie et qui sont également lancés dans le cadre d'un essai clinique. Il souligne également, encore une fois, qu'il n'y a pas de place d'anti-agrégation plaquettaire au long cours chez ces patients en dehors des indications que vous connaissez. Les malades diabétiques ou hypertendus qui ont un Covid, ce n'est pas une raison pour introduire l'aspirine. Toujours un souci concernant la connexion de Cicel. On vient de perdre aussi le son et j'espère qu'il va revenir le plus tôt possible. Cicel, on a perdu le son pour une vingtaine de secondes. Pardon. Presque 20 secondes. Le son est décalage. On arrive au traitement et les critères de sortie. Les formes graves, ils sont en dehors de notre topo. Vous savez que les formes graves, on va pratiquement tous les anticoaguler et c'est des malades qui sont pris en charge en milieu hospitalier et en réanimation. Je pense que c'est pas le topo de la prise en charge par les médecins de première ligne. Alors, les critères de suivi, vous les connaissez, mais également, ce qui est important à souligner, c'est que les patients qu'on va mettre sous HVPM, il y a un risque de thrombopénie induite à l'héparine, le risque tardif, et il faudra quand même faire une NFS toutes les semaines chez ces patients pour écarter un problème de thrombopénie induite à l'héparine. Chez les malades qui sont sous antivitamine K, il faudra les contrôler de façon fréquente également avec leur TP-INR. Et puis, les malades n'ont pas besoin systématiquement de faire une PCR de contrôle, puisque finalement, on avait dit dès le début que le virus disparaît dans la quasi-majorité des cas entre 8 et 10 jours. Donc, les patients seront suivis de façon quotidienne, qui sont chez eux ou qui sortent de l'hôpital au bout de quelques jours de façon quotidienne par téléphone. Il faudra justement qu'il y ait des paramètres précis de suivi à domicile et qu'on les contacte pendant les 2 semaines et on fera systématiquement une visite de consultation à 30 jours de ces patients. Alors, dans les situations pratiques, je ne sais pas s'il y a de l'interaction, mais je vous pose justement ces questions et je vais essayer de voir votre feedback. Si vous avez un patient qui prend déjà un anticoagulant, comment vous allez agir? Il prend du Syntron parce qu'il a une prothèse ou de l'ACFA. Est-ce que vous allez conserver le Syntron ou vous allez switcher vers une héparine? La deuxième chose, votre patient est asymptomatique, il n'a rien, il fait une RT-PCR parce qu'il a été au contact de quelqu'un de positif et elle est positive, il se plaint de rien, mais il a une obésité morbide. Est-ce que vous allez l'anticoaguler et comment? Votre patient fait une thrombopénie induite à l'héparine, heureusement que c'est pas fréquent. Comment vous allez réagir? Votre patient, est-ce qu'il doit faire un TP ou un TCA alors qu'il est sous enoxaparine? Votre patient a à 4000, qu'est-ce que vous allez faire? Initialement avec très peu de facteurs de gravité, il est polysymptomatique et votre patient, il prend un traitement anti-agrégant plaquettaire double, il est sous aspergilloclopidogrel. Comment vous allez agir? Et j'arrive à la fin de ma présentation. Alors,
C'est des questions que j'ai posées exprès pour animer la discussion, hein. Merci ici Salam pour votre excellente présentation. Avec nous aussi Dr Rim Abdelmek et professeur Shukri Hamouda pour animer notre Fadel Shukri. Merci Cicel, Yartikum Saha. Je vais vous rapporter, je suis encore des malades à distance et j'accompagne mes amis médecins et paramédicaux pour les malades qui prennent en charge à domicile. Ce que je peux dire que dernièrement j'ai eu une malade, elle m'y en suivait ses débinaires, un de ces jours en 24 heures, ça l'a même 300 jusqu'à 1800. والأوكسيمتري نتاعها طاحت شوية دونك والمريضة وقتها ليتي ديجا سوز أكسجين وسو كورتيكويد دونك لو ديagnostic qui était posé et qui était probable هو l'embolie pulmonaire qui m'a passé le professeur Salim Abdeslam. Donc on était dans l'obligation, au cas où on ne pouvait pas la sauver et de l'oxygène était à domicile, de commencer l'anticoagulation. Au bout de 3 jours, المريضة ولات تعمل في hématurie. Et par conséquent, on ne pouvait plus continuer cette prise en charge à domicile parce qu'on devait répondre à 2 questions. Premièrement, est-ce que c'était une embolie pulmonaire? Vu que la créate était normale, on pouvait faire un angioscan, injecté. Donc, et par conséquent, on devrait explorer les reins afin que l'hématurie était totale sur toutes les urines. On était dans l'obligation de la transférer à l'hôpital. C'est pour vous dire que, en clinique, c'est assez nuancé cette prescription d'anticoagulant. Il faut un suivi rigoureux ou peut-être avec, Inch'Allah, le contact ou le travail en réseau, on va surmonter ces difficultés, on va surmonter cette épidémie, ces complications. Et je passe directement la parole au docteur Rim Abdelmek. Merci. Donc, par rapport à l'anticoagulation, Dr Hamouda. Par rapport à la corticothérapie. Ah, d'accord, donc je partage mon truc. D'accord, ok. Donc, vous avez l'écran? Vous avez partagé l'écran? Votre écran est partagé. Mohamed, c'est bon? C'est bon, excellent. D'accord. Donc, on va essayer de voir ensemble, à travers quelques situations cliniques, la place des corticoïdes dans la prise en charge des patients Covid-19. Et comme vous le savez, ça a toujours été très, très débattu, cette histoire de corticoïdes. Quand dois-je les mettre? Quand dois-je les enlever? Est-ce que réellement on en a besoin? Est-ce qu'il faut les mettre au premier jour, quand le patient est asymptomatique, ou uniquement quand il est en réa? Donc, on va essayer de voir quelques situations très différentes pour interagir les uns avec les autres. Et j'aimerais soit qu'il y ait du texte auquel je pourrais répondre, ou éventuellement donner le micro de temps en temps à quelqu'un qui demande la parole. Donc, c'est une patiente de 45 ans qui a une sclérodermie avec une atteinte pulmonaire sous Medrol 8 mg par jour et un immunosuppresseur depuis très très longtemps déjà, et qui se présente aux urgences le 4 novembre 2020 pour une toux sèche quinteuse avec une dyspnée. Elle était polyclinique à 32 cycles minutes. Elle était fébrile à 38 avec des courbatures intenses et une asthénie profonde. Tout ceci évoluait depuis 4 jours. Elle était à l'examen non anxieuse, mais elle était gênée par le rythme respiratoire important. Elle était un peu violacée, mais il faut dire qu'elle avait quelques télangiectasies en rapport avec la corticothérapie Monaco. Sa saturation à l'oxymètre de pouls était à 90%, un rythme respiratoire à 32, son pouls à 95 et une tension conservée à 12, 7,5, avec des graves crépitants aux 2 champs pulmonaires. Quel est le diagnostic que vous devez évoquer? Donc, moi, je ne vois pas le
Donc, en fait, nous devons normalement évoquer la COVID-19 devant les arguments épidémiologiques. On est en pleine pandémie de Covid, on est en circulation virale stade 4 chez nous, et donc devant les symptômes qui sont très évocateurs avec la toux sèche, avec la dyspnée, et le début depuis 4 jours. Donc, est-ce qu'on va lui donner un score qui est élevé ou qui est bas, cette dame? Si on va se référer à notre score de tri, elle est là, elle est venue à nos urgences. Donc, on n'a aucune idée sur l'exposition parce qu'elle n'a rien rapporté. Elle porte un masque tout le temps. Elle est fébrile. Elle a une toux sèche. Mais sinon, on n'a ni anosmie, ni agosie, ni quoi que ce soit. Donc, en fait, on est sur fièvre et toux sèche uniquement. On ne peut pas savoir s'il y a exposition ou pas. Donc, au moins 4. Et en l'absence d'exposition, nous avons retenu qu'on évoque Covid devant un score supérieur ou égal à 4. Où est-ce que je vais la classer, cette dame? Donc, on a les formes asymptomatiques, polysymptomatiques, mineures, modérées et sévères. Je vous rappelle qu'elle a un rythme respiratoire à 32, qu'elle a une saturation à 90. Donc, elle est sur une forme modérée. Et auquel cas, merci Madame Beza, donc auquel cas, nous sommes obligés de l'hospitaliser en médecine, chose qui a été faite. Donc, nous avons hospitalisé la dame en maladie infectieuse. Donc, quels sont les critères de gravité qu'on doit chercher pour savoir quoi faire aussi bien pour la corticothérapie que pour l'anticoagulation, pour l'oxygénothérapie? Donc, en fait, c'est une dame qui a une comorbidité importante, c'est une sclérodermie avec atteinte pulmonaire. Elle a une saturation en oxygène qui est basse, inférieure ou égale à 92. Elle a une polypnée supérieure à 30. Sa pression artérielle est normale, heureusement, et elle n'a pas d'altération de la conscience. Sinon, ce qui plaide en faveur de la pneumonie Covid, c'est l'évolution des symptômes sur quelques jours, avec l'apparition de la dyspnée secondairement, et fréquemment c'est vers le 8e jour qu'on va apparaître la dyspnée, sauf sur poumon pathologique, la polypnée et l'aggravation rapide lors de la 2e semaine. Donc, vous avez reçu cette dame. Quel sera le traitement que vous allez prescrire? Les sons sont coupés, c'est parce qu'il y a un souci d'attribution. D'accord, mais je vois qu'il y a le chat. Le chat est disponible, vous pouvez répondre par le chat. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des propositions de traitement? Antibiotiques? Madame Terigui, ce sera quel antibiotique? Donc, en fait, pour le moment, après l'hospitalisation en médecine, je vais faire un bilan biologique, une TDM thoracique, parce que c'est une dame qui est polypnéique, qui va pas bien, qui a des crépitants O2 champ pulmonaire, qui est hypoxique, c'est une indication majeure à la TDM. Je vais commencer l'oxygénothérapie parce que ça fait partie de mon traitement. Mais avec ça, je vais démarrer paracétamol 3 grammes par jour pendant 5 jours maximum. La vitamine C pendant une dizaine de jours si elle arrive à avaler. Et je vais lui donner une ampoule de vitamine D. Par ça, vu que c'est une pneumopathie hypoxémiante sévère, fébrile, avec une hypoxie, une polypnée et quand même une fièvre, je vais commencer un traitement à base de ceftriaxone 2 grammes par jour plus azithromycine. Donc, c'est ceftriaxone plus un macrolide, mais vous pouvez toujours utiliser Claritro ou autre chose. Et donnez-vous des corticoïdes. Donc, j'ai déjà vu quelques confrères me mettre corticoïdes et enoxaparine. C'est oui, bien sûr. Et là, dans ce cas, ce sera quelle dose? 0,8. En fait, c'est une dame qui pèse dans les 70 kilos. Donc, il n'y a pas besoin, au fait, à part pour l'enoxaparine, chose qui a été détaillée par Selim Asley. Donc, c'est pas une forme très grave de réa, donc c'est 0,4 x 2. Mais pour la Dexa, c'est 6 mg par jour en une seule dose. On n'a pas réellement besoin de donner 4 mg x 2, ni de monter à 8 mg, et ceci pendant 5 à 10 jours. Selon l'évolution et selon la réponse de l'hypoxie. Donc, homme de 54 ans qui est tabagique sevré et qui présente un diabète sous antidiabétique oraux, il est en surpoids avec un IMC à 27 kg par mètre carré.
qui se présente aux consultations pour une toux modérée sèche, évoluant depuis quelques jours avec des myalgies intenses, anosmie et agueusie. Son examen, non, le Medrol, Madame Salemi, il faut le garder. On n'arrête pas le traitement corticoïde ou l'encours, ni immunosuppresseur des patients. Donc, il faut garder ce traitement et de toutes les manières, 8 mg de Medrol, c'est à peine le quart d'une ampoule de Dexa. Donc, il n'y a pas besoin de l'arrêter. D'ailleurs, ils ont un attachement à leur comprimé qui est très important. Les sevrer de leur comprimé veut dire qu'on est en train de les tuer quelque part. Donc, ce qu'on a remarqué avec les patients au traitement au long cours, même quand tu lui dis que la dose de corticoïde que je te donne remplace ce que tu prends, il préfère le garder. Donc, on n'est pas à 5 ou 10 mg près. Donc, elle se présente aux consultations, pour tout sèche modéré, myalgie, anosmie, agueusie. Son examen est strictement normal. Il est apyrétique. Il n'a pas de tachycardie. Il n'a pas de polypnée. Et il n'a aucun signe d'appel. Sa saturation est magnifique. Elle est à 98%. Vous le libérez avec une ordonnance. Il revient vous voir le lendemain avec une TDM qui a été demandée par un confrère parce que lui, il s'est dit, comment ça, il ne m'a rien donné. Cette TDM a montré 50% d'atteinte pulmonaire. Son examen est toujours normal, il est apyrétique, il sature à 96%, son rythme respiratoire est à 16, son PS à 70 et son auscultation est normale. Donnez-vous des corticoïdes. Donc là, vous avez quelqu'un de complètement asymptomatique, mais qui a une atteinte sur la TDM qui est aux alentours de 50%. Je suis d'accord avec vous, docteur Milady, c'est non. Et donc, on ne donne pas de corticoïdes parce qu'on a une atteinte pulmonaire intense sur le scanner. D'ailleurs, il n'y a aucune corrélation entre le degré d'atteinte homodensitométrique et la clinique. On a vu des patients hypoxiques à 89 et 90% avec une atteinte à 25%. Et on a vu des gens venir avec un scanner qui montre 50 à 75%. Ils sont complètement asymptomatiques. Patient de 25 ans qui consulte pour une agueusie anosmie isolée depuis quelques jours. Sa maman l'a amené faire une PCR qui s'avère positive. Elle vient vous voir. Quelle sera votre prescription? Donc, vous avez quelqu'un qui n'a aucun antécédent, qui est maigre, qui est sportif, qui est jeune, qui a juste anosmie agueusie avec une PCR positive. Donc, il n'a pas de douleur, il n'a pas de fièvre. Donc, c'est juste un peu de vitamine D. Je suis d'accord avec vous. Des boissons, il faut qu'ils boivent. Réellement, il faut boire de l'eau correctement, boire des tisanes, prendre un peu de miel, ça fait de mal à personne. Et impérativement, il faut lui donner un repos de 10 jours à domicile pour éviter la transmission. Sa mère insiste pour avoir des corticoïdes parce qu'elle a lu toute seule sur Internet et elle a vu sur Facebook qu'il y a une aggravation au 8e jour. Que répondez-vous à la mère et que faites-vous? Donc non, pas de corticoïdes. Je suis tout à fait d'accord. Il faut réellement faire un entretien et un soutien psychologique à la dame. Il faut l'éduquer pour lui montrer clairement que si on donne des corticoïdes très très précocement alors que les patients sont asymptomatiques ou quand ils sont peu symptomatiques, ça entraîne une aggravation paradoxale. Donc réellement, aucune corticothérapie n'est admise dans ce cas de figure. Patient de 75 ans, diabétique hypertendu, bien équilibré, qui a un Covid plus confirmé par PCR et qui se présente pour une toux sèche quinteuse avec une polypnée, une tachycardie à l'effort, des douleurs thoraciques et des courbatures intenses. Le tout associé à une asthénie et à une anorexie. Vous l'examinez, elle a une pâleur cutaneo-muqueuse importante avec des conjonctives pâles, un SPO2 à 94%, un rythme respiratoire à 34, une tachycardie à 130 avec un pouls irrégulier, même à l'auscultation. Sa tension artérielle est normale, tout comme son auscultation. Et à l'ECG, elle présente une ACFA rapide. C'est une dame qui n'était pas connue, porteuse d'introbulurite. Prescrire votre conduite. On va faire un bilan, oui. Est-ce qu'on l'hospitalise ou pas? Oui, docteur Cheib, on l'hospitalise. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc, c'est une hospitalisation. On va faire un bilan avec tout ce qu'on fait d'habitude quand on a une polypnée aussi importante et une saturation limite. Donc, on va faire des dimères, troponine, NFS et tout le reste.
et on découvre une anémie à 10 grammes par décilitre. On a mis un traitement symptomatique et on l'a mis sous oxygène 3 litres minute parce qu'elle était très polypnéique et très tachycarde, avec l'anémie qui majeure les choses. Devez-vous donner des corticoïdes? Donc, je vois des non et des oui. Au fait, dans ce cas de figure, on peut discuter oui. Pourquoi? Parce qu'on a une tachycardie importante. D'ailleurs, il faut éliminer, à part l'ACFA, il faut éliminer le myocardite par les troponines. Et puis, vu qu'elle a une polypnée très importante, qu'elle est très gênée, qu'elle a une tachycardie et qu'elle a nécessité l'oxygène avec plus que 2 litres minute, la corticothérapie, même courte, peut être discutée. Et pourquoi on donne cette corticothérapie? Bien sûr, à chaque fois qu'on hospitalise un patient, on va mettre une isocoagulation ou une hypocoagulation adaptée à son IMC. Et donc, pourquoi on met les corticoïdes? En fait, quand on est non infecté, on a toujours cette histoire d'équilibre entre les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. En cas d'infection avec une bonne réponse optimale, on a une réaction pro-inflammatoire très rapidement balancée par les cytokines anti-inflammatoires. Mais dans les cas de complications, on a toujours un état pro-inflammatoire dominant, ce qui donne la CIVD et la défaillance d'organes. Et c'est là où les corticoïdes doivent être donnés, sinon on risque d'aggraver les patients si on le donne ici. Femme obèse, dont le mari était connu depuis peu Covid+, elle n'a pas respecté l'isolement parce qu'elle était en train de s'occuper de lui. 4 jours après le diagnostic de son mari, elle a développé quelques symptômes, type asthénie, céphalée, mais elle n'a rien dit à personne, elle n'a rien déclaré, n'a rien pris et ne vous a pas consulté. Elle vient vous voir à J8 avec une polypnée, une oppression thoracique, une SpO2 à 91% à l'oxymètre de pouls. Que faites-vous? Est-ce que vous hospitalisez la dame? Oui, hospitalisation, sinon, traitement. Donc l'oxygène, oui. PCR, elle sera positive de toutes les façons. HBPM, oxygène, je suis tout à fait d'accord. Donc je commence par une oxygénothérapie aux lunettes nasales parce qu'elle n'est pas très hypoxique. Si elle ne répond pas, là je monte progressivement. Et comme elle a une hypoxie inférieure à 91% et que les lunettes nasales, on va mettre un peu plus que 2 litres minute, on va mettre une corticothérapie avec Dexa, 6 mg jour. Si elle monte à 94%, on continue comme ça. Mais si elle reste hypoxique et ne monte pas du tout à 94%, on va passer au masque facial jusqu'à 8 litres minute avec l'hospitalisation obligatoire dans ce cas et la dexaméthasone qu'on va continuer. Si elle ne répond pas, ce sera le masque à haute concentration pour arriver à 15 et même 30 litres minute avec de la Dexa. Sinon, si ça ne marche pas, elle sera du ressort de la réanimation si on trouve de la place avec l'Optiflow, le VNI et tout ce qu'on fait. Un ECG systématiquement, gazométrie sanguine et le bilan. Si je trouve des dédimères élevés, et là c'est uniquement pour vous donner un repère, mais c'est pas vrai qu'on le fait à chaque fois qu'on a 1500, mais à chaque fois que les dédimères sont très importants, supérieurs à 1500, 2000, on préfère faire l'angioscanner thoracique pour éviter une embolie pulmonaire. Par contre, quand on n'a que 700, 500, 600, 800, on fait une TDM thoracique simple sans injection de produits de contraste. Donc, en gros, quelles sont les indications des corticoïdes? On va utiliser les corticoïdes uniquement dans des indications particulières. Ce n'est pas systématique et c'est délétère si on le fait précocement. Généralement, il vaut mieux les éviter pendant la première semaine parce que c'est la semaine où on a encore du virus actif, donc on risque d'avoir une aggravation. Mais si un malade se présente d'emblée grave, bien sûr, on est obligé de les utiliser. Quand est-ce qu'on le fait donc? C'est quand j'ai une hypoxie grave en réa, quelqu'un qui se présente d'emblée grave, donc quelqu'un qui arrive avec un besoin accru en oxygène d'emblée, ou même actuellement quand on a une hypoxie, malgré une oxygénothérapie supérieure à 2 litres minute. Pendant combien de temps on va mettre cette corticothérapie? C'est en fait entre 5 à 10 jours selon la gravité et l'évolution, et c'est au cas par cas qu'il faut discuter. Parfois, on peut prolonger à 14 jours quand le malade est très grave et qu'on trouve pas de place en réanimation, mais réellement, il faut juger au cas par cas. En gros, quand on a commencé à parler de corticostéroïdes très loin depuis avril-mai avec les Italiens,
Il y a eu beaucoup d'essais cliniques qui ont été menés un peu partout dans le monde. Et puis, il y a eu l'essai de l'OMS qui avait montré que clairement, on utilise la corticothérapie, et c'était les conclusions de septembre, que en réanimation, que dans les formes sévères avec une saturation inférieure à 90%, une polypnée supérieure à 30, et qui ne répond pas à l'oxygénothérapie. Par contre, dans les formes non sévères, même les formes modérées, c'était une contre-indication parce qu'il y avait une possibilité d'aggravation. Reste qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, on sait actuellement, à travers beaucoup de données internationales de la littérature, que pour les formes qui n'ont pas besoin d'oxygène, même si le patient est hospitalisé, il n'y a aucune indication à la corticothérapie parce qu'on risque de l'aggraver. De surcroît, si le patient est à domicile ou encore s'il est en hospitalisation à domicile, s'il n'a aucun besoin d'oxygène, s'il n'a pas d'hypoxie, pas besoin de mettre les corticoïdes, au contraire, c'est très mauvais pour lui. Par contre, pour les formes qui nécessitent une oxygénation à faible débit ou à haut débit ou encore ventilation mécanique, la corticothérapie est obligatoire. On n'a pas par contre de données pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes parce qu'il n'y a pas d'essai clinique sur ce genre de personnes. Donc, en gros, si je vois quand est-ce que je vais mettre la corticothérapie, c'est quand le patient est hospitalisé uniquement avec une oxygénothérapie, quel que soit son degré. Et donc, pour les formes légères, 1, 2 et 3, pas de corticothérapie. C'est à partir d'ici, donc là, c'est contre-indiqué. Tout ce qui est forme légère et forme non hospitalisée et pas de besoin d'oxygène, c'est une contre-indication absolue de mettre une corticothérapie. Mais il ne faut jamais arrêter une corticothérapie au long cours prescrite pour une maladie générale, même si c'est une faible dose. Et puis, bien sûr, la corticothérapie prend toute sa place à partir du moment que je mets une oxygénothérapie. Et comme on ne met jamais moins de 2 litres minute, c'est à partir de 2 litres minute que je vais prescrire ma corticothérapie, quels que soient mes besoins en oxygène et quel que soit le mode d'oxygénation. Femme de 67 ans, hospitalisée au secteur Covid, qui est sous dexaméthasone 6 mg jour depuis 3 jours, qui a une nette amélioration, qui a nécessité uniquement 3 petits litres d'oxygène pendant ces 3 jours, et réclame la sortie parce qu'elle est à 100% de saturation et elle va bien. Est-ce que vous la gardez sous dexaméthasone? Est-ce que vous allez l'arrêter? Ou est-ce qu'il y a une alternative en ambulatoire? Donc, est-ce que je vais sortir ma patiente sous Dexa injectable pour finir les 2 à 7 jours qui restent? Ou est-ce que je vais la sortir sous corticoïde oral? Ou est-ce que, éventuellement, je vais la sevrer de corticoïde et la lâcher à la maison? Là, dans ce cas, normalement, je peux passer à méthylprednisolone 32 mg jour, ce qui correspond à 6 mg de Dexa, même à 8 mg de Dexa en fait. Mais ce sera pendant 2 jours maximum si j'ai réussi à la sevrer très rapidement. Si je vais la sortir avec une oxygénation à domicile, on pourra s'arrêter à 7 jours, mais avec une bonne surveillance clinique par téléphone, bi-quotidienne pour vérifier la saturation en oxygène et son rythme respiratoire. Ce qu'on sait certainement, c'est que la seule molécule qui a prouvé son activité, c'est la Dexa, et c'est 6 mg par jour pendant une dizaine de jours, ou plus courte si on va sortir de l'hôpital. Il y a des alternatives avec la méthylprednisolone et l'hydrocortisone, mais ces 2 molécules n'ont pas prouvé leur efficacité dans la prévention de la détresse respiratoire et du passage en réanimation. Donc, en gros, les corticoïdes sont des médicaments essentiels pour Covid. C'est réellement la seule chose qu'on a sous la main qui donne une amélioration avec l'héparinotherapie. Elles étaient initialement complètement contre-indiquées, mais après, on a compris qu'elles avaient un grand rôle en réanimation, puis dans les formes oxygéno-nécessitantes. Elles sont délétères, par contre, pour les formes sans besoin d'oxygène. Donc, réellement, il faut conseiller autour de vous que ceux qui vont prendre des corticoïdes comme ça, largamaneux, ils risquent de s'aggraver. Les maladies virales n'aiment pas du tout les corticoïdes
Par contre, quand on a de la fibrose qui commence, les corticoïdes vont prévenir ça. Les indications donc sont actuellement élargies à toute forme nécessitant l'oxygène. La durée est de 5 à 7 jours, avec une prolongation possible au cas par cas si le patient est encore grave, mais sans dépasser 14 jours de corticoïdes, tout en surveillant sa tension artérielle, sa glycémie, son ionogramme. N'oubliez pas, bien sûr, il faut comme tout ce qui est régime sans sel, surveillance de l'état général du patient, les inhibiteurs de la pompe à protons, si on met les patients sous corticoïdes, c'est important de prévenir l'ulcère gastrique. Donc, tout ceci, selon notre bon sens clinique d'avant. Et là, bien sûr, c'est à vous de mener la danse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nécessitent 2, 3, 5 litres d'oxygène à domicile. Tout cela, il vaut mieux les mettre sous corticoïdes. Merci à vous. Merci Rim pour cet exposé clair. Merci Selm. On a encore du temps, donc il nous reste à peu près 20 minutes encore, voire plus. Et on aimerait bien recevoir vos questions pour y répondre. Je vois les troubles psychiques des corticoïdes. C'est possible. La parole, Rim. Donc, pour les corticoïdes, avec 6 mg, généralement, on n'a pas beaucoup de troubles psychiatriques. Mais il y a des susceptibilités individuelles. Tous les corticoïdes peuvent générer des troubles du comportement, une agitation, une irritabilité. Mais avec 6 mg, généralement, on ne voit pas ça. C'est réellement avec des doses importantes de corticoïdes. Sinon, on peut donner un petit anxiolytique ou un petit sédatif pour les calmer. Hein. Pour Siselm, l'anticoagulation et grossesse, c'est une Covid positive. Alors, les femmes Covid positives, c'est des femmes à très haut risque. Il est conseillé de les anticoaguler par HBPM. D'ailleurs, tous les autres anticoagulants, il vaut mieux les éviter. Les comprimés, les AVK, etc., parce qu'ils sont contre-indiqués en cas de grossesse. Donc, les HBPM chez la femme enceinte sont indiqués pour prévenir d'autres qui ont des perturbations hormonaux. Donc, c'est une haute forme emboligène et il faudra anticoaguler les femmes enceintes à une dose prophylactique de 0,4 en fonction du poids, en fait, en fonction du dosage qu'on a vu. L'anticoagulation Siselm chez un patient sous intrant. Alors, les patients qui sont sous intrant, une fois qu'ils développent la forme Covid, notamment les formes sévères et qui sont à risque, il vaut mieux switcher du Syntran vers l'HBPM. Alors, ça permet en fait 3 choses, surtout pour les malades qui sont hospitalisés. Ça permet déjà de maîtriser l'anticoagulation, alors qu'avec le Syntran, on risque d'avoir une fluctuation importante du TP. La deuxième chose, pour les malades qui sont hospitalisés, il y a des gestes invasifs et donc les malades sont prêts pour les gestes invasifs. Et en cas de complication, on peut toujours avoir une facilité sous HBPM plutôt que sous Syntran. Pour les malades qui sont en ambulatoire, même hospitalisés ou sous Syntran ou TP متاعهم ريقل, et je pense que quand vous ne donnez pas des antibiotiques qui interagissent avec le Syntran, le Zitromax, il a une interaction avec le Syntran, il vaut mieux ne pas toucher à leur Syntran, contrôler leur TP-INR et leur hémostase d'une façon générale. Si le TP reste bon, donc il ne faut pas changer de traitement. Mais par contre, si vous êtes obligé de donner des antibiotiques qui interagissent, ou si vous êtes obligé de donner une corticothérapie qui interagisse, il vaut mieux quand même les switcher au HBPM. Siselm, les patients sous clopidogrel. وماذا بيك تتفسر لنا شويه les anti-agrégants plaquettaires. Est-ce que la Covid-19 est un argument supplémentaire de prescription de ces anti-agrégants? Alors, les anti-agrégants plaquettaires, l'aspirine, le clopidogrel, le brilique, ils n'ont aucune indication, aucune. Sauf si vos malades sont au préalable sous anti-agrégants plaquettaires. Alors, malheureusement, les malades, مثلا واحد عمل dilatation ou عمل l'infarctus et qui prend de l'aspégique et du clopidogrel, du clopidogrel chez les malades qui sont qui ont le Covid. Et en plus, ils ont des antiviraux. Il y a des interactions médicamenteuses terribles avec les antiviraux. Ce qui est conseillé actuellement, c'est de garder l'aspirine chez ces malades et de changer le clopidogrel ou le brilique par une HBPM.
le clopidogrel est naha, et généralement, on met l'HBPM à la place du clopidogrel. Et on garde l'aspirine. Pour Dr Abdelmalek, donc, on a allaitement et Covid. Oui. Et puis, il y a une autre question, Rim. La dexaméthasone par voie intramusculaire peut-elle remplacer la forme orale? D'accord. En fait, pour l'allaitement, il faut jamais séparer la maman de son nourrisson. Mais par contre, il faut faire l'allaitement et assurer l'allaitement avec masque, même double masque, en aérant la chambre dans laquelle elle est en train de donner la tétée. Après, une fois l'allaitement fini, elle va le mettre dans son berceau et garder le berceau à 2 mètres de son lit à elle. Donc, il ne faut pas réellement qu'il dorme dans ses bras. C'est la seule chose qu'on recommande. Et puis, réellement, avant de donner le sein, comme le font toutes les femmes tunisiennes, il faut essuyer son sein, essuyer son téton, se laver les mains correctement avant la tétée pour ne pas contaminer son bébé en le touchant. C'est tout. Par contre, pour la DEXA, ce qu'on est en train de dire, c'est une DEXA par voie intraveineuse. Hein. On n'est pas en train d'utiliser la DEXA orale parce que la DEXA orale, comme vous le savez, existe uniquement pour le mielleux. Par contre, pour ce qu'on est en train de donner, c'est de la DEXA injectable, donc 1,5 ampoules par jour. Et dès lors, et c'est par voie intraveineuse, l'IM, je préfère l'éviter parce que tous les patients sous héparine quand ils ont besoin de corticoïdes, et donc on risque d'avoir des émetteurs. Si c'est une place du vaisselle en relais de l'héparinothérapie? Au jour d'aujourd'hui, aucune. Même s'il a peut-être un effet dans certaines petites études, les guidelines italiens ne mettent pas le vaisselle, alors que le vaisselle est fabriqué par les Italiens. Par contre, il y a 2 guidelines dans les pays slaves qui parlent de vaisselle. Les guidelines de l'INEAS n'en parlent pas du tout parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique, même pas rétrospective. Si c'est l'anticoagulation en cas de forme possible symptomatique et obésité modérée? Alors, l'obésité modérée n'est pas une indication systématique à l'anticoagulation, sauf s'il y a d'autres facteurs supplémentaires. Maintenant, quand le BMI est 40 et que le malade est aussi symptomatique, ce n'est pas une indication formelle à l'anticoagulation. Notre collègue a hospitalisé une patiente avec une INR à 9,4. Alors, l'INR 9,4 au TP 5%, ce n'est pas une indication systématique à l'hospitalisation. Covid ou l'élève, on parle d'un malade Covid là. A priori, Covid. A priori, Covid, oui. Alors, c'est par un surdosage. Hein. C'est des malades qui ont justement un problème de la crasse sanguine avec Covid. Ce qu'il faudra faire, la conduite à tenir. S'il y a une hémorragie, c'est une urgence extrême. S'il n'y a pas d'hémorragie chez le patient, on passe de la vitamine K en buvable, hein, bouche en injectable, en IM, on risque d'avoir des problèmes d'hématome. Donc, on donne une ampoule de vitamine K et on contrôle. Au bout de 30 minutes, si le TP ne monte pas, on rajoute une deuxième ampoule de vitamine K par voie orale. La vitamine K réussit à faire monter le TP. Par contre, s'il y a une hémorragie, il faudra passer du PPSB ou du PFC. Donc, il faudra passer les facteurs vitamine K dépendants. Et même en PPSB, si on les a, ça coûte cher, ou en PFC pour hausser rapidement le TP-INR. C'est une question qui se répète. Il dit que pour les risques mineurs, quelle est la place des anti-agrégants plaquettaires? Donc, la place des anti-agrégants plaquettaires pour le Covid-19. Alors, la place des anti-agrégants plaquettaires de la Covid-19, c'est en rétrocession. Quand chez les diabétiques, on a de l'aspirine systématiquement, les hypertendus de l'aspirine systématiquement. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus d'hémorragie que de bénéfices. Donc, nous avons 3 essais cliniques qui l'ont clairement montré et on le donne plus de façon systématique. Chez le Covid, la question reste débattue. Il faudra quand même prendre des positions. L'INEAS, avec ses experts, a pris la position de ne pas mettre de façon systématique l'aspirine ou les anti-agrégants plaquettaires. Certains guidelines disent qu'on peut se permettre, mais c'est un sujet qui est débattu, mais en réalité, il n'y a aucun bénéfice démontré de l'aspirine chez les patients Covid, même avec un risque cardiovasculaire, sauf s'ils ont déjà une maladie cardiovasculaire avérée. Maintenant, l'aspirine, en fait, le plus gros des complications, c'est pas artériel, c'est veineux.
pas efficace sur une veine. Hein. De l'aspirine, ça ne prévient pas la phlébite. Si Selm يجيك un collègue يقول لك انا j'ai suivi un malade, il était un peu limite, ou j'aimerais bien à J15 ou à J قداش lui demander des édimères pour éviter la maladie post-Covid. Alors, des dimères, c'est un critère quand même de surveillance important chez les maladies symptomatiques. Si vous avez des dédimères qui sont inférieurs à 3000, c'est même fréquent. Ce n'est pas une indication d'anticoagulation. Les malades qui ont des dédimères supérieurs à 3000, malheureusement, ce n'est pas mis noir sur blanc dans les guidelines de l'INEAS, on n'en parle pas, mais réellement en pratique, c'est le lot de malades qui a un surcroît de complications emboliques. Je ne sais pas ce qu'on pense, Rime, mais elle, personnellement, c'est personnel, c'est pas guideline, ça, je les anticoagule prophylactiques, les dédimères à 3000. Maintenant, s'ils sont symptomatiques, qui m'a dit professeur Chokri Ben Hamoud, il faudra quand même chercher l'embolie pulmonaire et traiter comme embolie pulmonaire ces patients. Rime, tu es d'accord, docteur Abdel? Je suis d'accord, il n'y avait pas de souci, Selem, tu peux m'appeler avec mon prénom, il a fait Oudi. Donc, en fait, il y a des dédimères depuis les études des Chinois, on sait tous que troponine élevée et dédimères élevés sont associés aux cas les plus sévères et à la mortalité. Donc, on a tous admis que c'est une maladie des vaisseaux et qu'il faut anticoaguler ou isocoaguler selon la gravité. Les malades qu'on voit, nous, en médecine ou en ambulatoire, c'est les formes qui nécessitent iso-hypocoagulation. Et donc, ne pas demander des dimères systématiques, j'ai vu une question dans ce sens, c'est uniquement quand les patients ont une forme modérée ou un haut risque thromboembolique qu'il faut demander des dimères. Après, bien sûr, quand ils sont hospitalisés, nous, on demande des dimères systématiquement pour savoir est-ce qu'ils ont une suspicion d'embolie pulmonaire ou pas, est-ce qu'on doit faire enjeu au TDM ou au TDM seul. Et c'est vrai que quand on a 4 et 5 000 de dédimères, on est beaucoup plus inquiet que quand on a une dédimère à 1000. Ça va de soi. Par contre, ce qui est important dans le Covid, c'est de ne pas appliquer les guidelines classiques de l'embolie pulmonaire. Des dimères élevés, le Doppler périphérique, ou si le Doppler périphérique est négatif, donc c'est rassurant. Alors, la recommandation, il faut aller directement vers l'angioscanner. Bien sûr, on ne fait pas d'échographie, sauf réellement, il n'y a aucune autre alternative. C'est le scanner d'emblée pour le Covid. D'ailleurs, même une échographie abdominale, on ne la fait pas. Une radiothorax, on ne la fait pas. Karim, une question pour vous. La dexaméthasone chez un malade atteint d'Orton, maladie de Orton, qui est en première phase thérapeutique avec une dose élevée de prédnisolone. Ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une chose qu'on a tous tendance à oublier, malheureusement, c'est que la Dexa est l'un des corticoïdes qui a le plus d'effets anti-inflammatoires. Quand on voit les équivalents corticoïdes, il y a bien sûr les équivalents corticoïdes, mais il y a aussi l'effet anti-inflammatoire. Et la Dexa, c'est 24 fois le cortisol. Par contre, la prédnisolone, c'est 3 à 4 fois le cortisol uniquement. Donc, pour une maladie d'Orton, c'est très bien. Vous n'arrêtez pas sa prédnisolone, mais vous rajoutez les 6 mg de dexaméthasone pendant les jours qui nécessiteront ça, bien sûr, la protection pulmonaire dès lors qu'il a besoin de Dexa. S'il n'a pas besoin de Dexa, vous n'arrêtez pas sa prédnisolone et vous ne le mettez pas sous Dexa. Donc, s'il n'a pas besoin d'oxygène, pas besoin de Dexa, ça va de soi. Pour Cicel, un patient aux antécédents de thrombocytose, place de l'anticoagulation si Covid positif. De thrombocytose, moi je thrombopénie. Hein. هذا شو قريب عنده 800 000 بلاكيت يا سيدي مثلا. إذا كان عنده des plaquettes élevées, bon بالنسبة لنا احنا les plaquettes راهو c'est très variable dans la Covid et c'est pas toujours corrélé à un élément pronostic, sauf si vous avez des plaquettes à 50 000 avec une suspicion de CIVD, t'as le fibrinogène TAH ou le plaquette TAH et les dédimères qui sont élevés, ça c'est en faveur de la CIVD avec des signes de CIVD. Mais par contre, les malades qui ont des plaquettes élevées, c'est pas une indication à elle seule à une anticoagulation. Si c'est les anticoagulants oraux que vous, est-ce que c'est disponible en Tunisie ou quelle est leur place actuelle? Alors, les anticoagulants oraux sont disponibles en Tunisie, fait le curatif ou fait le préventif. Alors, les malades qui ont des anticoagulants oraux, j'ai eu comme déjà avec l'anticoagulant oral parce qu'il a une fibrillation auriculaire. C'est l'indication la plus large, ou il a une thrombose veineuse profonde, et c'est la deuxième indication. S'ils sont à dose curative, alors les anticoagulants oraux en ambulatoire, on les garde. Par contre, il faut savoir que les anticoagulants oraux ont les contre-indications que l'HBPM.
اللي هما essentiellement l'insuffisance rénale. La deuxième chose, donc on fait attention à la fonction rénale. La deuxième chose, ils ont une forte interaction avec les antiviraux. Voilà, si on va mettre en hospitalier des antiviraux, il faudra absolument les arrêter et switcher vers les HPPL. Mais les malades stables, les malades etc., on garde les anticoagulants oraux à dose curative. Maintenant, les préventifs, l'indication en phytone, c'est essentiellement les anesthésistes réanimateurs et les orthopédistes qui le donnent dans le périopératoire d'une chirurgie de prothèse totale de hanche ou de prothèse totale de genou. Ces malades-là, bien entendu, ils sont à haut risque, on les garde sous ce traitement-là, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, le fait de les utiliser à la place de l'HBPM, beaucoup d'instances disent qu'on peut les utiliser, d'autres non. L'INEAS a choisi une position en fonction de la même tunisienne, de monter un essai clinique avec la DPM pour voir s'il y a une équivalence entre les anticoagulants oraux à dose prophylactique versus HBPM à dose prophylactique. Merci, c'est clair. Donc, tu as une autre question, Covid avec thrombopénie. Alors, Covid avec thrombopénie. Si la thrombopénie n'est pas induite à l'héparine, le fait d'avoir une thrombopénie, si c'est une thrombopénie modérée, c'est pas une contre-indication à l'héparine. Si c'est une thrombopénie sévère qui est inférieure à 50 000, il faut faire quand même attention à l'introduction de l'héparinothérapie parce qu'il y a un risque quand même d'hémorragie. Sachant que la CIVD à elle seule, c'est une indication quand même à l'héparinothérapie. S'il y a des critères de CIVD. Donc, thrombopénie ou hadha, il y a qu'une thrombopénie, n'est pas une indication à l'anticoagulation et n'est pas une contre-indication à l'anticoagulation. Et thrombopénie comme facteur de risque ou la thrombocytose, là. Mais par contre, thrombopénie, si elle est tardive à l'héparine, même si elle est ancienne, c'est une contre-indication aux HBPM aussi. Mais par contre, si vous avez d'autres facteurs de risque, vous pouvez utiliser l'HBPM. Il faut faire attention, bien entendu, au risque hémorragique. J'aurais un petit mot à rajouter par rapport à la thrombopénie. Parce que certains confrères commencent à poser des questions et on commence à voir des thrombopénies induites par Covid, comme on le voit avec les thrombopathies idiopathiques, les thrombopénies idiopathiques qu'on voit chez les enfants. Mais on le voit même chez les adultes. J'ai eu une patiente sans antécédent de 32 ans qui est arrivée à 40 000 plaquettes sans aucun signe de CIVD. Donc, réellement, comme l'a dit Dr Absley, quand vous avez la thrombopénie, la première des choses, c'est de faire CPP, fibrinogène, pour vérifier que ce n'est pas une CIVD. Dès lors que vous avez tout le bilan d'hémostase qui est normal, c'est une thrombopénie immunoallergique induite par la réponse immune contre le virus. Elle va prendre son temps pour partir, mais il faudra alors surveiller d'une façon assez étroite. Rim, j'aimerais bien profiter de votre présence pour vous poser une question. En pratique, نشوف الناس الكل يكلموني دوب ما des signes حتى polysymptomatiques, il consulte son médecin, azithromycine d'emblée. Non, c'est très mauvais. Nous, on utilise dans les formes très peu symptomatiques ou asymptomatiques uniquement une vitaminothérapie parce que l'immunité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure au niveau de la balance, c'est une immunité très sage qui n'a pas entraîné d'inflammation endothéliale très importante. Donc, on va donner la vitamine D parce que l'hypovitaminose D, c'est associé à des formes graves et que beaucoup de Tunisiens ont une hypovitaminose D et ça va optimiser la réponse immune. Après, la vitamine C, c'est quelque chose de connu depuis très, très longtemps, mais il ne faut pas en abuser non plus parce que ça peut donner une diarrhée. Donc, réellement, vous pouvez ne rien donner. Quand vous pouvez donner un peu de vitamine C, vitamine D, l'important, c'est le repos, l'isolement et beaucoup de boissons, plus optimiser la prise en charge psychologique. Il faut poser des questions pour ne pas qu'il déprime et qu'il soit en contact avec des personnes toxiques. L'azithromycine, on l'a utilisée à double effet, immunomodulateur comme tous les macrolides, mais vu sa prise simple une fois par jour pendant 3 jours et non pas 5 et non pas 6 et non pas 9, réellement, ça améliore la réponse immune quand on a de la fièvre et une toux, mais ce n'est pas systématique non plus. Donc, vous pouvez l'utiliser dans les formes, à partir de formes modérées ou formes mineures avec comorbidité sévère, mais sans réelle efficacité. On ne sait pas réellement ce qu'on fait. J'aimerais bien profiter de ce webinaire pour remercier tous nos collègues, le réseau des médecins privés de première ligne, qui ont sauvé beaucoup de monde et qui ont allégé les urgences. Toutefois,
le revers de la médaille, on voit des malades assez graves aux urgences. Je pose la question à nos deux experts. احنا صحيح في الجيد de l'INEAS طلعنا من saturation à 92 et 94 pour éviter à ce que les malades viennent tardivement aux urgences. Qu'est-ce que vous proposez? سامحني شكري. Par rapport, nos collègues prennent les malades chez eux à domicile pour éviter à ce qu'ils viennent tardivement à l'hôpital. Qu'est-ce que vous leur proposez? Wallahi, pour que les patients n'arrivent pas en retard, il faut les encourager à venir pour la première consultation. Et je sais que tous nos confrères voient les patients la première fois avec un rendez-vous et le patient étant masqué, la salle aérée et eux protégés. Il faut donner un traitement qui est adapté à la forme clinique parce que donner trop d'héparine, ça risque de générer des soucis. Donner trop d'antibiotiques. Et d'ailleurs, l'une des associations, qui génère beaucoup de soucis digestifs actuellement et après même de myalgie, c'est l'association azithromycine, plus 1 à 2 antibiotiques supplémentaires, plus le zinc, parce que le zinc qui dépasse 10 mg éléments jour, c'est réellement une catastrophe sur le plan digestif, épigastralgie, diarrhée, céphalée, d'accord? Et bien sûr, quand on a macrolide, zinc, un autre antibiotique, plus vitamine C à très forte dose, la diarrhée est quasi systématique. Donc faites attention. Une prescription adaptée à la forme clinique, pas trop de mélange de genre, réellement donner le minimum de traitement possible, mais quand il y a besoin de corticoïdes, on met, quand il y a besoin d'héparine, on met, mais on ne met pas en excès. Après, il faut être en contact avec le patient tous les jours pour savoir l'envoyer très rapidement à l'hôpital quand indication est. Pour les signes digestifs, RIM, qui se prolongent au-delà de 12 jours, parmi les étiologies à rechercher, c'est les diarrhées et les troubles digestifs médicamenteux. Oui, c'est la plus fréquente actuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a des tableaux digestifs de Covid parce que le récepteur ACE existe sur les intestins, mais la grande majorité des diarrhées qu'on voit sont des diarrhées toxiques par l'association de plusieurs antibiotiques, par l'effet des macrolides, mais aussi par cette histoire de zinc, malheureusement, où les gens reçoivent jusqu'à 50 et 75 mg de zinc élément. Et ce zinc élément qui dépasse 10 mg jour, c'est réellement une catastrophe sur le plan digestif. Merci Rim, et je passe la parole à Sissel. Place de la quercétine, Sissel, dans le traitement du Covid. Je ne vous ai pas entendu, le son était coupé, ça m'a rien. Donc, place de la quercétine dans le traitement du Covid. Alors, il y a beaucoup de molécules qui sont en train d'être essayées justement dans la Covid et même des mécanismes physiopathologiques qui sont innovants. Hein. On ne sait pas trop jusque-là qu'est-ce que ça donne parce qu'il faudra quand même dire que même les HBPM qu'on utilise au jour d'aujourd'hui, on les utilise sur le bon sens clinique et des études observationnelles. On a zéro évidence. Qui تشوف au site de l'FDA qui classe les molécules qui sont intéressantes à utiliser, il y a un nombre impressionnant. La quercétine, مثلا, a été largement débattue. يظل موجودة في البصل الأحمر وموجودة كيفاش تاخذوها من البصل والبصل الأحمر يتغلى etc. Il y a même une étude sur le mécanisme de l'inhibition de l'antigène S et des spicules virales par la quercétine. J'ai vu l'étude in vitro. Honnêtement, comme vous, j'étais peut-être un peu impressionné. Mais maintenant, je n'ai pas de preuve d'action clinique. Donc, je ne peux pas vous dire كيما الحكاية نتاع monsieur Raoul et sans traitement par le plaquenil ou l'azithromycine et l'effet antiviral. Donc, on n'a pas de preuve clinique. Et tant qu'il n'y a pas de preuve clinique, on ne peut pas le certifier. Mais in vitro, apparemment, la quercétine est un bon inhibiteur justement de l'accouplement entre la protéine S virale et le récepteur ACE2. Merci Sissel, merci Rim, merci à tous nos collègues donc, qui ont assisté. J'annonce le prochain webinaire, ça sera de la pédiatrie et Covid. Il y aura aussi un autre webinaire pour le personnel soignant, les infirmiers, les kinésithérapeutes, le corps paramédical. Vous nous encouragez à travailler davantage. Marhaba bikum et au plaisir de vous rencontrer une autre fois. Au revoir. Merci à tous, encore une fois, pour votre présence, votre contribution.
Je tiens à rappeler que Madame Abdelmakri et Sissel sont aussi des experts auprès de l'INIAS et qui ont contribué à la rédaction de notre guide. Merci à tout le monde et à la prochaine fois. Au revoir. Pour la gériatrie aussi, il y aura une séance. Certainement. Ça a été prévu aussi bien pour la gériatrie que pour la gynéco et ça sera pour les séances à venir, Inch'Allah. On imaginera aussi une séance pour nos collègues et amis pharmaciens. Tout à fait. Au revoir, Au revoir. et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.